Le 13 novembre, 130 personnes étaient assassinées par des membres de l'État islamique. Pour comprendre ce phénomène de radicalisation, j'ai infiltré Daesh en France. Et j'ai tout filmé avec une caméra cachée. J'ai 30 ans, je suis journaliste et musulman. J'ai grandi en région parisienne dans une famille maghrébine. Dans mes amis, il y avait de tout. Des juifs, des chrétiens, des asiatiques, des noirs, des arabes. En grandissant, certains n'ont pas trouvé leur place dans la société. Pas de logement, pas de travail. Et quelques-uns ont transformé leur frustration en haine. Ils étaient aveuglés par la propagande de Daesh, qui leur promettait un monde meilleur. Certains de mes amis se sont radicalisés, puis ont carrément décidé de rejoindre Daesh en Syrie. Ça m'a fait un choc. Et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Pendant 6 mois, sous une fausse identité, je vais filmer secrètement une cellule de l'État islamique qui s'apprête à passer à l'acte en France. Je veux me jeter sur les couvreurs. Je veux les tuer, je veux mourir après. Je veux quand même me martyr. Si je reviens pas, pour une raison ou pour une autre, ce téléphone-là, détruis-le. Okay. Je vais réussir à remonter l'organigramme de l'organisation terroriste en France, jusqu'à rencontrer certains de ses cadres. Ils vont même tenter de m'impliquer dans un projet d'attentat qui fera l'actualité. Une voiture piégée garée devant la cathédrale de Notre-Dame. L'étrange alerte en plein Paris. Une voiture contenant plusieurs bonbonnes de gaz était stationnée près de la cathédrale Notre-Dame. Alors que j'étais sous couverture, j'ai fini par être démasqué par un membre de l'État islamique. T'es cuit, mec. Depuis, je suis menacé. Ce dangereux voyage a changé ma vie et celle de dizaines de personnes. Voici l'histoire de mes 6 mois d'infiltration au sein de Daesh en France. Mon infiltration a commencé dans les mosquées. Pas n'importe lesquelles. Celles classées par les services de renseignement comme les plus radicales. On y croise les imams intégristes et les pratiquants d'un islam rigoriste. À l'époque, je pensais que c'était là où se cachaient les réseaux terroristes de Daesh. J'ai parcouru toute la France, rencontré des dizaines de barbus, mais je n'ai pas trouvé de membres de l'État islamique. Au contraire, la plupart des prédicateurs de ces mosquées me mettent en garde contre ce qu'ils appellent la secte, comme ici dans une mosquée de la région marseillaise. Fais attention à toi, tu vas tomber dans des sectes qui sont vachement forts. Les Daesh, ils prennent des sous, ils font autre chose. C'est une secte Daesh, ça c'est une secte. Ouais, c'est une secte, bien sûr. Tout ce qui est Daesh, Al-Qaïda, tout ce qui est en fait ignorant, ça, parce que ce qu'ils font là. Les premiers sympathisants de Daesh, je n'allais pas les rencontrer à la mosquée, mais sur Facebook. Je me suis fabriqué un faux profil. Il y a quelques trucs à connaître. Un lion qui rugit, un photomontage évoquant la fin du monde et la bataille finale menée par les djihadistes contre les mécréants, ceux qui ne croient pas dans l'islam de Daesh. Je m'abonne à quelques groupes Facebook qui font l'apologie de l'État islamique, comme celui-ci, francophone et explicite. Un livre qui guide et une épée qui secourt. Et d'un coup, les nouveaux amis rappliquent par dizaines. Sur les forums, j'apprends que certains partisans de l'État islamique se retrouvent près d'une mosquée, en Seine-Saint-Denis. Celui en veste bleu clair, je l'ai déjà repéré sur Internet. Il a 30 ans et il se fait appeler Joseph. Il est méfiant. Le plus jeune aussi avec la casquette. Il se fait appeler Abou Shahid
il a 16 ans. Je me mêle à leur discussion, elle est sans équivoque. Ici, les avions, des fois, sont en très très basse altitude. Hein. Ici, ouais, très très bas. Vraiment, là, c'est encore élevé. Là. Et des fois, tu vois énorme. Et en plus, les avions qui atterrissent ici, c'est les avions présidentiels, des hommes d'affaires et tout. Tu vois, c'est le Bourget, c'est le militaire aussi. C'est un petit lance-roquette, voilà, tu peux en avoir un comme il faut. Tu fais un truc comme ça et tu signes Daoula. Là, la France, elle va être pour un siècle. Daoula Islamia en arabe, ça veut dire l'État islamique. Daesh, pour eux, c'est un terme employé par l'ennemi. Contrairement aux apparences, ils ne m'invitent pas à les suivre. Je sens que je n'ai pas encore gagné leur confiance. En revanche, au bout de 2 semaines à peine sur Facebook, je repère un profil, beaucoup moins méfiant. C'est Abu Oussama. Il a choisi son nom de guerre en hommage à Oussama Ben Laden. Fier de lui, l'homme derrière le profil me dit de taper son vrai nom dans Google. Je découvre qu'il a à peine 20 ans, qu'il est franco-turc, qu'il vit chez son père et a déjà été arrêté sur la route de Syrie. Il sort tout juste de prison. Quelques mois avant, il projetait déjà une attaque. J'ai récupéré tout le dossier d'instruction via l'une de mes sources. Avec un complice, Abu Oussama avait établi une liste de médecins avec leurs adresses. La police note, les noms sont pour la plupart d'origine israélite. Les policiers ont aussi trouvé une liste d'adresses manuscrites. Elles correspondaient toutes à des bijouteries parisiennes. Abu Oussama m'invite à discuter sur Telegram, une application de messagerie cryptée. Ici, dans l'anonymat, je découvre un nouveau monde. En quelques clics, n'importe qui peut accéder à des tutoriels de la mort, des plans de bombes, de ceintures explosives et même des voitures piégées. Abu Oussama dit vouloir me rencontrer. Il m'envoie un message vocal. Ma situation, moi, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que je suis sous contrôle judiciaire. Il faut absolument que ce soit des frères qui viennent me voir. Il suffit que je sorte de l'Indre et je me fais arrêter et me remettre au Hebs direct. Abu Oussama habite dans le département de l'Indre, dans le centre de la France, à Châteauroux. J'ai rendez-vous devant l'église, mais je vais d'abord dans un café pour m'assurer que ma caméra n'est pas visible. Salut. Au bout d'une demi-heure, mon téléphone sonne. Allô. Alaykoum salam, ça va? Alhamdoulilah, ça va. Je suis devant la cathédrale là. Toi, t'es où? Salam alaykoum, ça va? Tu vas bien? Ça va. Dans sa voiture, Abu Oussama écoute à fond les anachides, les chants guerriers de l'État islamique. Il m'amène dans un parc. L'endroit est désert. Abu Oussama peut commencer son endoctrinement. Il y a 2 camps. Le camp d'Allah et le camp du shaitan, de ceux qui refusent de se soumettre à leur créateur. C'est seulement 2 camps. Il n'y en a pas un 3e. Tu vois? Tu as vu ça? Il me montre les vidéos de propagande de Daesh. C'est Sinaï, en Égypte. En fierté. Oussama veut mourir et me convaincre d'embarquer avec lui. Bon bah frère, je vais faire un truc de ouf là. Je veux me jeter sur les couvreurs. Je veux les tuer, je veux mourir après. Je veux qu'Allah me donne le martyr. Dis-toi que quand tu rencontreras, quand Allah t'autorisera le martyr, quand Allah te donnera le martyr, tu rejoindras des femmes au paradis.
Tes femmes, elles sont en train de t'attendre. Elles sont en train de t'attendre. Elles sont en train de nous attendre. Nos femmes. Nos femmes, elles sont en train de nous attendre. Nos femmes, elles sont en train de nous attendre. Tu regarderas au loin, tu verras un immense palais que tu peux pas voir les extrémités. Et il t'appartiendra. Tu verras des anges qui seront tes serviteurs pour toi. Subhanallah. Tu auras l'agrément d'Allah. Tu auras des femmes qui ne voudront que toi. Tu auras ton cheval à côté de toi qui sera fait d'or et de rubis. Et qu'il ne sera que pour toi. Wallah, je te dis pas des bêtises. Hein. Et tu pourras monter dessus, il aura des ailes, tu iras où tu veux. Tu verras tes frères. Tu sentiras que du bonheur au fond de toi. Du plaisir. Et ça, c'est rien. Wallah, c'est rien du tout. Je n'arrive pas à savoir si Abou Oussama croit à ce qu'il raconte ou s'il me manipule. Quoi qu'il en soit, je vais vite comprendre pourquoi il tient tant à me recruter. Tu vas voir ? Tu vois, l'avantage avec toi, c'est que tu peux afficher. Enfin, je pense, hein. Oui, mais t'es pas connu pour ça. Non. Tu vois ce que je veux dire? Si tu laisses pousser la barbe, là, ils vont se douter. Tu vois? Alors que si tu te fais un truc comme les jeunes, tu vois, un dégradé bien comme il faut, tu vois ce que je veux dire? Avec une petite barbe bien taillée, tu vois, un petit collier comme ça, tu vois ce que je veux dire? Tu te mets bien, tu vois, tu t'habilles bien. Je te mets toujours en beau gosse. Ouais, je veux pas qu'ils se touchent. Et comme tu vas venir souvent ici avec toi, on va se voir souvent. Bon, Inch'Allah. Abou Oussama m'accorde sa confiance. Il m'intègre dans son petit groupe, composé d'une dizaine de djihadistes. La plupart à la vingtaine. D'autres sont plus aguerris, comme Youssouf, un combattant tunisien. Il se trouve sur place en Syrie dans les rangs de l'État islamique. Un autre participant, Cédric, nous envoie des images de musculation. Cette vidéo ne vient pas de la salle de sport du coin, mais de la maison d'arrêt de Villepinte, quartier djihadiste. Il a été condamné dans une affaire de terrorisme. À son procès, il a dit au juge qu'il rejoindrait l'État islamique dès qu'il pourrait sortir. L'application Telegram est cryptée, indétectable par la police. Abou Oussama joue à l'émir. Il a donné un petit nom à sa bande, les soldats d'Allah. Et pour motiver ses troupes, il leur vend les houris. Ce sont les vierges du paradis des martyrs. Je réalise qu'ici, on parle beaucoup de sexe pour des fous de Dieu. Juste imagine-toi, le premier instant, frère, le premier instant, quand tu vas te retrouver en face d'une Hur al-Ain, hein? Ah là là, tu pètes un câble. T'es grave attiré, tu te sens attiré, t'es obligé de marcher, tu fais. Tes pieds tout seuls, ils vont vers elle. Une attirance de malade. Les houris. Masha'Allah. Je suis en train de rêver. Oh, il y aura du vin, il y aura du miel. Inch'Allah, on se baladera dans des jardins vertueux, magnifiques. J'en rêve, quand elle nous accorde le martyr. Il faut qu'on se lance sur l'ennemi, sans armure. Et on combattra jusqu'à la mort. Ah, ça fait rêver, hein. Ça fait rêver, certes. Mais c'est un rêve qui, Inch'Allah, va devenir réalité, subhanallah. Je viens à peine de me trouver une place chez les soldats d'Allah quand Paris plonge dans l'horreur. La fusillade, nous dit la police est toujours en cours. Il y a 7 blessés pour l'instant. On a vu des personnes abritées derrière des camions de pompiers avec des couvertures de sécurité, du sang dans la rue. La police nous demande à l'instant de nous mettre à l'écart parce que le danger est toujours présent. Les tireurs n'ont toujours pas été appréhendés. On a vu des flaques de sang par terre. La scène est absolument sordide, horrible. On nous demande de nous mettre à l'écart. 9 terroristes de l'État islamique tuent 130 personnes aux abords du Stade de France,
dans les rues de Paris et au Bataclan. Abu Oussama et les soldats d'Allah n'ont pas participé. Mais sur Telegram, ils se réjouissent de l'attentat. Je voudrais faire un petit Allahu Akbar pour ce qui s'est passé. Ah, c'est impressionnant. Désactivez vos Facebook, les frères. On sait jamais si c'est un frère de notre Facebook qui a fait ça. Le jour de mes 20 ans, attentat, gloire à Allah. C'est ton cadeau. Quatre jours après les attentats, je retourne à Châteauroux. Abu Oussama, celui qui dirige la cellule de l'État islamique que j'ai infiltrée, m'a convoqué. Il a une grande nouvelle à m'annoncer. Alaykoum salam, frère. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Ça va. Il y a un frère qui est arrivé sur Paname. Il vient de Raqqa. Sérieux? Ouais. Il est arrivé quand? Il n'y a pas très longtemps. Et là, je l'ai aidé à contacter avec lui, j'ai parlé avec lui. De Raqqa? T'es sérieux? Il va organiser un truc de ouf ici, tu vois. Et il me faut de la patience. Il demande à ce qu'on soit patient. Depuis la capitale de son califat en Syrie, l'État islamique aurait donc envoyé un homme pour préparer un nouvel attentat en France, après celui du 13 novembre. Il se fait appeler Abou Souleyman. Désormais, c'est lui qui nous donne les ordres. Il faut en faire deux équipes. Une équipe qui frappe pas, une équipe qui part. Donc voilà, on va diviser en deux groupes. Ouais. C'est ce qui fait ce que fasse. Tout ce qui est Facebook et tout supprime. Ouais. Je parle au minimum. Ouais. Il faut qu'il soit incognito. Ok, mets-toi incognito. Trouve un petit travail, fais de l'argent. Ouais. Économise, mets-le de côté. On va en avoir besoin pour la suite. D'accord. Dans un temps pas immédiat. Et tous les frères qui ont fait des opérations ici, ils ont fait ça. Ouais. Ils n'ont pas fait ça comme ça. Ceux qui ont fait ça comme ça s'est mal passé. Ils ont pas su poser. C'est le frère qui t'a dit ça? Il faut qu'on le rencontre en personne. Ouais, je lui ai dit. Abou Souleyman est un combattant du même profil que ceux qui ont commis les attentats du 13 novembre. Il serait caché quelque part en Seine-Saint-Denis. Je dois absolument le rencontrer pour découvrir de qui il s'agit. Et l'occasion va vite se présenter. Une semaine plus tard, je suis censé rencontrer notre nouveau chef à la gare de Saint-Denis. Il doit me remettre une lettre pour la cellule de Châteauroux. Mon téléphone sonne. Allô? Alaykoum salam. Bah, je suis là, j'arrive sur le quai, direction Paris. Pardon. Je suis surpris. C'est une voix féminine. Finalement, ce n'est pas le combattant revenu de Raqqa, Abou Souleyman, que j'aperçois au loin, mais la silhouette d'une jeune femme en tenue islamique. Salam alaikum. Ok. Ça marche. Elle me remet une lettre de notre nouveau chef pour la cellule de Châteauroux. Je ne le sais pas encore, mais cette jeune femme va bientôt faire la une des journaux. Je vais être amené à la recroiser. En attendant, sa lettre me brûle les doigts. Il s'agit peut-être d'une preuve dans une affaire de terrorisme. Les instructions manuscrites, c'est le meilleur moyen pour éviter la surveillance électronique de la police. À la lecture, c'est très clair. Il s'agit d'un projet d'attentat. On peut viser un endroit où il y a beaucoup de monde. Boîte de nuit, dans Paris ou cabaret. Les endroits pervers beaucoup fréquentés par des couffards dégueulasses. Il faudrait 1 ou 2 kamikazes à l'intérieur. Une fois qu'il est à l'intérieur, il attend que ça se remplisse bien et il passe à l'acte. Ensuite, les frères qui seront dehors, armés, tueront tout le reste de viande impure et se planqueront jusqu'à ce que la police et les militaires soient sur place. Et là, il faut 1 ou 2 kamikazes armés. On tire jusqu'à la mort, mes frères.
Voici le projet d'attentat imaginé par Abou Suleyman de l'État islamique. Une attaque kamikaze dans un cabaret ou une boîte de nuit à Paris. Il n'y a pas encore de date ni de lieu précis, mais l'attaque ferait des dizaines de victimes. Au même moment, à Châteauroux, tout s'accélère. Je ne lui ai pas transmis la lettre, mais Abou Oussama est au courant du projet par un autre membre de la cellule. Il se prépare à frapper. Si je reviens pas, pour une raison ou pour une autre, ce téléphone-là, détruis-le. Il réunit les membres de son groupe djihadiste. Abou Oussama motive ses troupes pour passer à l'action. Ils ont tous leurs soldats, leurs shayatin qui sont à la recherche, ils sont en train de nous traquer, un par un. Ils viennent à 4 h du matin chez les frères, ils défoncent leurs portes, ils humilient leurs femmes, ils humilient leurs enfants, ils les enferment dans des prisons, ces chiens. Dans la foulée, Abou Oussama me confie une nouvelle mission. Récupérer qui? Le jouet, c'est un fusil d'assaut AK-47 semi-automatique. L'arme préférée des terroristes. On l'a mis dans l'endroit où elle est. On a des endroits exacts pour où elle est. Elle est en tête. Elle est trop claire. On l'a pas essayé. Elle est propre. À ce qui paraît, elle n'a jamais été utilisée. Les soldats d'Allah ont peut-être une arme. Des vies sont en danger. C'est la limite que je m'étais fixée. La société de production pour laquelle je travaille alerte le ministère de l'Intérieur. En réalité, les policiers savent déjà tout. La cellule de Châteauroux était surveillée par les services antiterroristes depuis des semaines. La police arrête Abou Oussama et tout son groupe. Une dizaine de personnes au total. Ils sont placés en détention. Leur projet d'attentat contre une boîte de nuit ou un cabaret n'aura pas lieu. Je suis moi aussi auditionné par des agents du renseignement. Ils sont sur les dents. Ils veulent retrouver le commanditaire des attentats, le mystérieux Abou Suleyman, qui court toujours. Alors que je le pensais en fuite, à ma grande surprise, Abou Suleyman me recontacte quelques jours après sur Telegram. Je suis le seul à ne pas être en prison. Il me donne donc un nouveau rendez-vous dans une école islamique dans le nord de Paris. Je vais enfin rencontrer l'homme que je piste depuis des mois, recherché par toutes les polices du pays. Mais au bout du couloir, Abou Suleyman reste invisible. C'est encore sa messagère qui m'attend. C'est la même femme qui, à la gare de Saint-Denis, m'avait remis la lettre contenant le projet d'attentat. Elle me remet un nouveau courrier. Et le contenu est pire que la première fois. Abou Suleyman me demande de participer à un attentat. Mon frère, il reste que toi et moi. Si on arrive à trouver des armes, on tape armé. Sinon, il y a la sœur dont je t'ai parlé qui prépare des ceintures. Et on tape dans 3 endroits différents, remplis de mécréants. On fait les mêmes attaques qu'il faut en Syrie. Toujours pas de date ni de lieu précis, mais avec la lettre, une liste d'ingrédients à acheter pour préparer des ceintures explosives. C'est signé Abou Suleyman, l'émir invisible. Mais un autre rebondissement arrive dans mon enquête. J'ai été démasqué par d'autres djihadistes, des contacts que j'avais en parallèle d'Abou Suleyman. Ils ont découvert que j'étais journaliste. Je reçois un message explicite. T'es cuit, mec. Une menace. Fini les caméras cachées. Mais je veux continuer mon enquête journalistique pour savoir qui se cache derrière Abou Suleyman. Les policiers sont sur sa trace. Ils veulent lui mettre la main dessus avant qu'il ne commette un attentat. L'une de mes sources dans les services de renseignement me révèle qu'en plus de la cellule de Châteauroux, Abou Suleyman a monté un autre groupe de l'État islamique en France. Et c'est inédit, il est uniquement composé de jeunes femmes radicalisées. J'ai retrouvé l'une d'entre elles,
Farah. Elle a quitté le groupe après que la DGSI ait débarqué chez elle un matin. Pour elle, cela a été un électrochoc qui l'a sortie de l'emprise de Daesh et d'Abou Suleiman. J'ai rencontré Abou Suleiman sur Facebook. On a commencé à se parler énormément. Donc au début, c'était quelques heures. Après, c'était des messages à longueur de journée, des appels chaque soir. On parlait de la série, donc je lui avais déjà raconté que j'avais déjà fait une tentative, que ça n'avait pas fonctionné. Et lui m'avait raconté également qu'il avait déjà été en Syrie, mais qu'il était revenu pour aider les sœurs et les frères à partir de l'autre côté. J'avais vraiment cette envie de partir et rejoindre cet état, vivre pleinement ma religion, donc porter le voile intégral, avoir des enfants qui naissent directement dans un État islamique. Abou Suleiman l'abreuve de vidéos de propagande de l'État islamique, spécialement conçues pour les femmes. Et les vidéos qui m'attiraient le plus, c'était celles où ils aidaient énormément les orphelins, la population en Syrie, en Irak. Je pense que ça a duré presque 6 mois, quelque chose comme ça. On était vraiment au téléphone tout le temps ensemble. Donc, à cette époque, Abou Suleiman, c'était un grand frère que j'avais pas dans ma vie. Donc c'était vraiment quelqu'un qui était vraiment derrière moi, vraiment où je pouvais vraiment me confier et lui raconter un peu ma vie, quoi. Comme Farah, de nombreuses jeunes femmes sont séduites par le charisme d'Abou Suleiman. Elles sont près d'une vingtaine à entretenir une relation d'abord sur Facebook, puis par téléphone et par message, sans jamais le rencontrer. L'une d'entre elles va finir par amener la police jusqu'au mystérieux Abou Suleiman. Grâce à un tuyau des services de renseignement belges, la police française traque Abou Suleiman à Paris. Il est censé avoir rendez-vous à Porte de la Chapelle avec ces 2 islamistes de Bruxelles. Mais à la grande surprise des policiers, ce n'est pas Abou Suleiman qui vient, mais sa messagère, encore elle. La même qui m'a remis les lettres à la gare de Saint-Denis, puis à l'école islamique du nord de Paris. Cette fois, les policiers la suivent jusqu'à chez elle. Elle vit à Tremblay en France, en banlieue parisienne. Elle habite chez ses parents, dans un petit pavillon. Les agents du renseignement la prennent en photo. Très vite, les policiers ont un nom. La messagère s'appelle Inès Madani. Elle a 19 ans. Elle mesure 1,59 m et elle a les yeux marrons. Elle est connue des services de police, car elle a déjà tenté de se rendre en Syrie à plusieurs reprises. Elle est fichée à l'antiterrorisme. Mais toujours aucune trace de son chef, Abou Suleiman. Les policiers commencent à douter. Existe-t-il vraiment? En garde à vue, Farah, la jeune femme qui vient de quitter le groupe d'Abou Suleiman, va leur donner un indice déterminant. Je leur ai parlé de mon doute par rapport à la voix. Elle était aiguë. C'était vraiment une voix douce. Sa voix, elle était assez féminine. Ça faisait pas du tout homme. Donc à chaque fois, je lui disais, mais t'as une voix de fille. Et il me dit, non, mais c'est normal. Les enquêteurs ont compris. Abou Suleiman n'existe pas. Inès Madani a créé ce personnage de toutes pièces. Le grand chef terroriste qui inquiète les policiers d'élite depuis 7 mois est en réalité une gamine de 19 ans. Elle a manipulé tout le monde. Avant de l'arrêter, la police continue de la surveiller pour rassembler un maximum de preuves contre elle. En attendant, je veux comprendre. Comment a-t-elle fait? Qui est vraiment Inès Madani? Christophe Boltanski est journaliste. Il s'est plongé dans son histoire familiale. Elle est extrêmement seule.
en fait. C'est un enfant extrêmement solitaire. Pourtant, elle naît dans une fratrie importante. Hein. Elles sont 5 filles. La famille donc est religieuse, mais sans excès. Certaines des sœurs sont voilées, d'autres pas. Elle va être en échec scolaire et elle va commencer à boire, à prendre de la fumer des joints. Et tout ça... pour elle, c'est extrêmement culpabilisant. Elle se dit tout le temps je vais finir en enfer. Cette culpabilité et cette volonté de rédemption va jouer un rôle dans sa bascule vers le djihad. Elle passe son temps dans sa chambre face à ses écrans. C'est un enfant qui vit enfermé. Lors de ses rares sorties, Inès Madani va souvent voir une amie. Elles se sont rencontrées en faisant du bénévolat ensemble. Cette femme, je l'ai retrouvée. Nous l'appellerons Sonia. Elle accepte de me parler car aujourd'hui elle a peur d'Inès Madani. Elle l'a vue basculer dans le djihadisme. On lui disait qu'elle fait le djihad, qu'elle aide les musulmans, que voilà. Mais elle est vraiment dedans. Elle est vraiment dedans, grave. Ça veut dire qu'il n'y a aucune force, ni ses parents, ni moi, ni personne pour pouvoir changer son idée. Elle est toujours à la haine, franchement, surtout quand quelqu'un qui a fait le attentat ou quelqu'un qui a tué 10 personnes ou en Belgique ou n'importe où. Ça veut dire qu'elle a la haine, elle est contente, elle est fière. Ça, c'est vrai. Elle est fière. Un attentat, Oui, elle aime bien regarder, elle est vraiment dedans. Sonia se souvient bien quand Inès Madani a commencé à créer le personnage d'Abou Suleiman de Daesh. Et une fois aussi, il est parti aussi comme un garçon, en fait. Pantalon large, et puis je l'avais homme noir et tout, avec, comment ça s'appelle, lunettes, et puis oui. Et là, elle se faisait passer pour un homme. Oui, elle passait par un homme, elle enlève le voile, et puis elle change. Vraiment, elle change. C'est pas la même personne. Moi, j'étais choqué quand je vis comme ça. C'est pas la même Inès qui l'a mis le truc, voilà. Quand on parle avec elle, on dit c'est intelligente. Mais je sais, franchement, il y a beaucoup de... Elle est dangereuse quand même. Elle est très dangereuse. 2 questions m'obsèdent. Comment Inès Madani est-elle devenue aussi dangereuse à seulement 19 ans? Et qui l'a influencée dans sa radicalisation? La réponse, je la trouverai peut-être quelque part en Afrique du Nord. J'ai dû négocier longtemps pour rencontrer cet homme. Et je ne suis pas tout à fait rassuré. Farid a été condamné à 7 ans de prison, notamment pour apologie du terrorisme, en lien avec Daesh. Surtout, il a été le fiancé d'Inès Madani, avant qu'il ne soit expulsé du territoire français. C'était juste avant le début de mon infiltration. Et comment vous l'avez rencontré? J'ai rencontré, c'était sur Twitter. Sur Twitter, parce que personnellement, quand je l'ai vue, elle était gentille, elle était petite. Et c'est pour ça que je voulais rester avec elle. Moi, c'est pour ça que je l'ai acceptée en mariage et je voulais me marier avec elle. Moi, je voulais vivre avec une femme pudique. Je voulais vivre selon les bases de l'islam, t'as vu? Et c'est ça qui nous a attirés. Le projet qu'on avait, tu vois, c'était pas de partir en Syrie, mais c'était de partir ailleurs. C'était vraiment de partir ailleurs pour vivre tranquillement, t'as vu? Au parleur, on discutait de ça. On discutait un peu dans ma dernière peine, tu vois, parce que c'est là que j'ai vu à commencer à vaciller, quoi. J'ai senti qu'elle voulait de plus en plus partir, qu'elle supportait plus sa vie ici, qu'elle en avait marre, voilà. C'est tout. C'est ce que moi je voulais pour Inès, qu'elle vive tranquille, pas qu'elle se retrouve aujourd'hui dans l'une des plus grosses têtes françaises. Au fil de notre discussion, je comprends qu'aux yeux de Farid, mon caméraman et moi, journalistes, restons des ennemis. Entre les mots, il me confie qu'il a pensé à nous tendre un piège. Tu vois, je vais pas te mentir que je me suis même dit dans l'idée que, voilà, j'aurais pu les tuer, 2 Français, faire leur vidéo, et voilà. Mais comme c'est pas mon délire. Mais ça m'a effleuré, tu vois. Tu as pensé? Ça m'a effleuré. Ah ouais, parce que qu'est-ce que j'ai gagné de la France, rien? Que des problèmes. Comme tant d'autres chez Daesh, Farid s'est radicalisé en prison. Il y était entré pour des affaires de violence et de stupéfiants.
ce qu'on appelle la radicalisation? Comment ça s'est passé? À cette époque-là, c'était un groupe, ils faisaient du sport, ils faisaient des cours, tu vois. Voilà, c'est la famille que tu trouves, que t'as perdu toi, mais tu trouves une de bonne et une de meilleure. Voilà. Toi, t'es enfermé avec un terroriste, t'es enfermé avec un tueur, t'es enfermé avec quelque chose. T'as besoin d'un truc sur la religion, tu vas demander au terroriste, t'as besoin d'un truc sur le... Tu vas demander au dealer, c'est ça, c'est la prison, c'est le système. Farid l'assure, si lui s'est radicalisé en prison, il n'a pas influencé Inès Madani à rejoindre Daesh. Selon lui, entre eux, ce n'était que de l'amour djihadiste. Cette femme qui s'appelle Inès Madani, ou Abou Omar, ou Abou Suleiman, je l'aime. Parce qu'avec des signes, on refait le monde, mais voilà, si j'aurais pas été incarcéré à ce moment-là, j'aurais pu avoir plus d'emprise sur elle, quoi. Pour pas qu'elle fût incitée par quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre aurait donc incité Inès Madani à vouloir commettre des attentats et à rejoindre les rangs de Daesh. Au printemps 2016, les policiers ont enfin trouvé celui qui murmure à l'oreille de la djihadiste. Ils ont intercepté des messages de la jeune femme avec un groupe animé par un émir de l'État islamique, un Français qui se trouve sur place en Syrie. Il s'appelle Rachid Kassim. Alors que l'État islamique perd du terrain en Irak, Rachid Kassim lance un appel pour déclencher une offensive en France. Que périsse le peuple de Charlie et que périsse le gouvernement hypocrite qu'est le gouvernement français. Subhanallah. Rachid Kassim est un natif de Roanne qui est éducateur, qui n'a pas tant fait parler de lui, qui va rejoindre la Syrie et l'État islamique relativement tardivement, c'est-à-dire printemps 2015, et qui, dans le courant de l'été 2016, va devenir la priorité numéro 1 des services de renseignement. Rachid Kassim va apparaître dans une vidéo avec un autre djihadiste français où ils égorgent deux prisonniers de guerre de l'État islamique. Rachid Kassim était chargé de recruter à distance, via les réseaux sociaux, des candidats au djihad et de les inciter à frapper. Pour guider les potentiels recrues comme Inès Madani dans leurs attentats, Kassim publie le guide du lion solitaire. Il recommande par exemple de rouler sur la foule avec un véhicule. Ce sera le cas à Nice le 14 juillet 2016. Un déséquilibré notoire lance son camion fou sur la promenade des Anglais. Il fait 86 morts et 458 blessés. Nous venons ici féliciter et nous réjouir de l'attaque de Nice. Dans son guide, Kassim propose aussi aux fanatiques les attaques à l'arme blanche. Un djihadiste applique ses ordres et tue 2 policiers à Magnanville dans les Yvelines. Un mois plus tard, 2 autres assassins de 19 ans égorgent un prêtre à Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen. Dans son guide du lion solitaire, Kassim propose enfin une dernière méthode. Remplir un véhicule de bouteilles de gaz, les asperger d'essence et se garer dans un endroit fréquenté. Cette fois, c'est Inès Madani qui va appliquer la consigne. Depuis quelques mois, elle s'est faite discrète. Ce n'est plus une cible prioritaire pour la police. Pourtant, plus que jamais, elle veut mourir en martyr. Problème, tous les membres de sa cellule ont été arrêtés ou sont sous surveillance. Inès Madani enfile alors sa fausse identité préférée, celle d'Abou Suleiman, l'émir virtuel. Sur Internet, elle trouve une nouvelle proie, une jeune femme radicalisée, Ornella. Abou Suleiman va séduire Ornella, va pousser Ornella à se séparer de son mari, va lui expliquer que son mari n'est pas un bon musulman, qu'elle mérite mieux. Et donc, il y a cette relation quasiment sexuelle qui va se nouer entre ces deux êtres sans qu'ils ne se soient jamais rencontrés. Et on parle de milliers de messages qui vont être échangés.
À un moment donné, donc, il propose, Abou Suleyman propose à Ornella donc de se voir, de se rencontrer en vue d'un mariage. Mais pour cela, il faut qu'ils se rencontrent et le rendez-vous est donné dans un quick de Sevran. Et là, Ornella arrive avec son enfant et a la surprise de retrouver en face d'elle, non pas Abou Suleyman, mais une jeune fille également voilée. Et cette jeune fille, c'est Inès, qui, pour expliquer sa présence, explique donc qu'elle est la sœur d'Abou Suleyman, que lui-même est retenu, n'a pas pu venir, mais elle lui tend une rose, elle lui dit « voilà, il m'a donné cela pour toi ». Inès fait croire à Ornella qu'Abou Suleyman a besoin d'une preuve d'amour. Elle doit participer à un attentat. Et 4 jours après, elles vont ensemble donc partir dans leur virée en voiture, avec la voiture du père d'Inès, remplie de bonbonnes de gaz, en partant dans Paris à la recherche d'une cible où elles vont tourner. Elles vont d'abord s'arrêter devant la Tour Eiffel, mais là c'est la nuit, il n'y a personne, donc elles repartent. Inès, qui tient le volant, n'a pas son permis d'ailleurs. Il faut les voir quand même dans Paris, une voiture qui passe son temps à Calais, à repartir, à Calais, à repartir, à tourner autour devant le palais de justice, alors qu'il y a des policiers en faction. Ces deux femmes qui sont entièrement voilées n'attirent pas l'attention de quiconque et elles finissent par se garer. Ce 3 septembre au soir, elles arrêtent leur voiture près de Notre-Dame de Paris, dans une rue touristique. À cette heure-là, les terrasses des restaurants sont bondées. Elles répandent du diesel dans le coffre de la voiture, allument une cigarette pour enflammer le carburant, qui à son tour fera exploser les bouteilles de gaz. Elles sont sur le point de faire un carnage. Elles partent, elles font encore un tour, et là, elles n'entendent rien, elles reviennent, elles s'aperçoivent que la voiture est intacte. Elles veulent recommencer, mais là, il y a des gens autour, elles prennent peur et elles s'enfuient, et donc l'attentat n'aura pas lieu. L'étrange alerte en plein Paris. Une voiture contenant plusieurs bonbonnes de gaz était stationnée près de la cathédrale Notre-Dame. 6 bonbonnes de gaz pleines, dissimulées dans le coffre. Une autre vide, bien visible, à l'avant. Les policiers sont aussi à la recherche d'une jeune fille âgée de 19 ans, radicalisée. Il s'agit d'Inès Madani, connue des services de renseignement, fiché S. Inès Madani est désormais la fugitive la plus recherchée de France. 2 jours plus tard, sa complice Ornella est arrêtée. Mais Inès est toujours en cavale. Elle trouve refuge dans le nord de Paris, chez Sonia, sa confidente avec qui elle faisait du bénévolat. Elle est venue chez moi, qu'elle a sonné, qu'elle est rentrée, j'ai fait le repas, elle fait le son prière et tout. Au début, elle est trop calme, elle est triste, mais j'ai vu que, comme quoi, elle est trop peur de quelqu'un aussi, quand même. Dans ma tête à moi, c'est Inès normale, comme l'habitude, qu'elle a vraiment besoin d'aide, qu'elle vient juste pour dormir la nuit, qu'elle a vraiment un problème, n'a pas de clé. Pour moi, dans ma tête, j'ai pas compris. Mais quand je vis à la télé tout ce qu'elle a fait, j'ai vu Inès Madani. J'ai tout de suite appelé ma fille, j'ai peur, j'ai dit, mais c'est quoi? En plus, elle est dormie chez moi. Mais quand même, elle est méchante parce que, pourquoi moi? C'est ça que j'ai pas compris. Pourquoi elle vient dormir chez moi? J'ai dit, écoute, Inès, pourquoi vous voulez mourir à cet âge-là? Elle m'a dit, non, j'ai rien. Avec Dieu, je peux gagner. Dans sa tête, qu'elle peut vers une autre vie de l'autre côté. Elle est vraiment malade. Elle n'est pas stable dans sa tête. Inès quitte Sonia et va retrouver un groupe de femmes djihadistes en banlieue sud de Paris. Depuis Raqqa, Rachid Kassim reste en contact sur Internet avec elle. Il lui met la pression. Elles vont être à nouveau en contact régulier avec ce Rachid Kassim qui va leur dire faites n'importe quoi, prenez des couteaux, en tout cas faites quelque chose. C'est pas moi, Rachid Kassim, qui le dit, ça vient d'au-dessus, et donc c'est l'État islamique, et donc in fine derrière c'est le calife, donc le chef de tous les croyants qui te parle. L'antiterrorisme finit par intercepter les échanges.
4 jours après l'attentat avorté de Notre-Dame, ils installent un dispositif dans la cité où les jeunes femmes se cachent. C'est la première fois que les services de renseignement français se trouvent face à un commando exclusivement féminin. L'avocat des policiers raconte l'opération. Sur ce parking autour de la résidence, il y a plusieurs véhicules qui sont en surveillance. Il y a notamment un policier qui est dans un petit fourgon blanc qui ressemble à un fourgon de travaux pour une petite entreprise. Et il voit les 3 femmes arriver tranquillement, qui discutent entre elles. Et puis tout à coup, il n'en voit plus que 2, qui prennent une direction, et il perd la 3e, il ne sait pas où elle est. Et il sent une présence à gauche. Il se retourne, il a juste le temps de se retourner, et là, une femme, qui le frappe au niveau du cou, en haut de la clavicule à gauche. Dans un geste réflexe, il sort son arme. Là, il voit la lame repartir, et là, il voit le couteau. Cette femme lui hurle quelque chose en arabe et prend la fuite. Il sort de la voiture, il veut la poursuivre, mais là, il se rend compte qu'il saigne beaucoup, il est totalement en sang. Et il décide de repartir dans la voiture, de donner par radio l'information qu'il a été blessé. Et pour lui, ça s'arrête là. Inès et ses complices prennent la fuite sous l'œil des caméras de surveillance. Un autre agent du renseignement est à quelques mètres. Il se lance à leur poursuite. Ce policier, il prend son véhicule, il fait le tour du parking et il voit les femmes arriver vers lui. Quand il se tourne vers Inès Madani prend la fuite sur un sentier et il court derrière. Inès Madani n'est pas très sportive, il la rattrape assez vite et quand il la rattrape, elle se retourne vers lui et là, elle vient sur lui avec son couteau. Il lui crie des injonctions, il lui dit « Arrête-toi, arrête-toi, couche-toi par terre, arrête-toi ». Et elle continue à s'avancer vers lui en lui disant « Tue-moi ». Et il ne la tue pas, il lui tire une balle dans la cuisse et ensuite, avec d'autres policiers, vont réussir à la maîtriser. Après 4 jours de traque par toutes les polices du pays, c'est la fin de la course folle d'Inès Madani et son commando de femmes. Les enquêteurs assemblent petit à petit les pièces du puzzle. Inès Madani a trompé tout le monde. Les services de renseignement, comme les djihadistes. La cellule de l'État islamique à Châteauroux. De nombreuses jeunes femmes radicalisées. Et moi. En se faisant passer pour Abou Suleiman, elle a réussi à préparer plusieurs attentats. Et a failli faire un carnage à Notre-Dame de Paris. Internet permet cette transmutation incroyable entre d'un côté une post-adolescente totalement repliée sur elle-même, une sorte de petit Calimero, c'est le vilain petit canard de la famille, dépressive, renfermée, silencieuse. Le maître mot, quand ses sœurs veulent parler d'elle, c'est de dire elle était absente. On ne la voyait quasiment pas, elle était là sans être là. Et le personnage qu'elle va s'inventer sur Internet, où là, elle devient un super-héros. Elle est dans la toute-puissance, c'est le guerrier qui revient du front et qui séduit toutes les femmes. En octobre 2019, le procès de l'affaire des bonbonnes de gaz débute sous haute surveillance. Dans le box des accusés, Ornella, la complice d'Inès qui a tenté de faire exploser la voiture à côté de Notre-Dame de Paris. Xavier Nogueras, son avocat, accepte de nous rencontrer. Elle était en contact depuis des mois avec un homme qu'elle pensait être en Syrie ou entre le territoire syrien et la France, dont elle était tombée éperdument amoureuse. Quand on lui a annoncé qu'en réalité cet homme n'en était pas un, mais il s'agissait d'une jeune fille de 18 ans, elle n'y a pas cru, elle n'y a pas cru pendant des mois. Les policiers non plus n'y ont pas cru. Ils ont pensé très longtemps qu'Abou Suleiman existait vraiment. Ça c'est, je vous dis, le juge d'instruction lui-même
Et c'est bien normal, comme les enquêteurs, comme nous-mêmes, avons eu du mal à croire qu'en fait, il n'existait pas et que ça n'était que l'avatar d'Inès Madani. Ce qui est extraordinaire, c'est de se rendre compte surtout que ce sont des milliers d'échanges sur une très très courte période avec une dizaine de personnes. C'était des échanges frénétiques avec toutes ces personnes qui ont toutes ressenti la même chose, c'est-à-dire un amour incroyable, une passion dévorante et qui sont totalement tombées par terre parce qu'elles ont appris qu'en réalité, cet homme n'existait pas. Enfin, j'ai halluciné, c'était incroyable. Et me rendre compte que c'était assez unique comme procédure. On n'a jamais vu ça. Près de 4 ans après les faits, Farah, l'ancienne membre de la cellule d'Inès Madani, n'en revient toujours pas. J'ai appris que finalement Abou Suleiman n'a jamais existé. Et que ce Abou Suleiman était finalement une femme derrière ce profil. Et que derrière ce profil, en fait, c'était Inès qui parlait. J'avais honte d'avoir été trahie encore plusieurs fois. Honte d'avoir confié ma vie à une personne qui finalement jouait de moi, quoi, qui a joué de ma naïveté. Moi, je lui confiais énormément ma vie, donc, et finalement, cette fille-là se faisait passer pour un homme, donc on a trahi ma confiance. Moi, dans toute cette histoire, c'est que je retiens surtout que j'ai failli gâcher ma vie, très clairement. Donc, pour moi, tout ça, c'est du passé. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai construit ma vie. Je suis totalement sortie de tout ça, quoi. À des milliers de kilomètres, Farid a suivi avec amertume le funeste parcours de son ex-fiancée, Inès Madani. C'est une fille, je ne voulais pas la laisser toute seule. Je savais que... J'en étais sûr, c'était une question de temps. Je savais que... Parce que malheureusement, c'est ça. Elle a vraiment été dépassée par les événements. Et je suis vraiment dégoûté puisqu'elle a foutu sa vie en l'air. Tu vois? Mais elle a foutu sa vie en l'air pour des vieilles raisons. Et pourtant, aujourd'hui, c'est la fille la plus connue de France. Hein. Inès Madani, alias Abou Suleiman, a été condamnée à 30 ans de réclusion criminelle. Elle a fait appel du verdict. Le recruteur Rachid Kassim est mort en Irak en 2017. Abou Oussama de Châteauroux a été condamné à 10 ans de prison. Quant à moi, depuis le procès, mon identité circule dans les milieux djihadistes. C'est ce que m'apprend une journaliste spécialisée dans le terrorisme. Elle souhaite rester anonyme, mais a tenu à me prévenir. D'abord, ça a été difficile de vous contacter, puisque vous n'êtes pas dans l'annuaire. Et je pense que vous-même, vous sentiez qu'il fallait pas forcément apparaître de manière claire et facile. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des informations par des jeunes hommes qui revenaient de Syrie qu'il y avait un contrat sur votre tête. Un contrat, ça veut dire que quiconque pouvait vous blesser ou vous tuer serait récompensé. Des menaces de mort, un contrat sur ma tête. Ma vie ne sera plus jamais la même. C'est le prix à payer pour avoir infiltré Daesh.